va peut-être commencer par une question personnelle ou biographique. Et puis on va essayer de déplier, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a les récréatrales, qui est un lieu important, un espace important, donc qui est ce festival à Ouagadougou. Et puis il y a ton activité d'artiste, et on va essayer de déplier tout ça dans le temps que nous avons. Mais peut-être pour commencer, une première question biographique, là, c'est à quelle occasion que tu as commencé à faire l'acteur? Ou quel est ton premier souvenir d'acteur? C'est un exercice qui est là auquel je me voilà, je fais cet exercice, mais j'ai toujours un peu de mal à faire ce genre d'exercice parce que il est clair que je suis plus à l'aise sur une scène en train de travailler le texte d'un auteur et de porter une histoire que de raconter ma propre vie aux gens à 11 h du matin, un samedi. Et parce que d'abord, toutes les histoires individuelles sont pleines, fortes, belles, et qu'il n'y a pas de raison seulement qu'on choisisse pour les artistes à raconter leur parcours. Mais si donc je me soumets à cet exercice, c'est que parce que je pense tout simplement qu'en racontant la mienne, peut-être que chacun d'entre vous aussi se souvient des premières fois qu'il a tenté de faire quelque chose, etc. Et que donc c'est pour cet intérêt-là que je me prête vraiment à cet exercice, sans fausse modestie, mais en pensant effectivement que ça peut servir à quelque chose. Moi, je suis fils de catéchiste. Mon père était catéchiste, il est sans doute l'un des premiers chrétiens de notre village. Il est allé à l'école de catéchisme, il est sorti et il s'est baladé de village en village voilà, pour annoncer la bonne nouvelle. Je nais dans une fratrie de 9 frères et sœurs. Je suis le 4e, mais le premier fils vivant. Et quand je m'éveille, je vois mon père se préparer à dire sa catéchèse et son évangile les dimanches. Et je me souviens très bien que très sincèrement, je suis venu au théâtre parce que j'ai vu mon père surgir au milieu d'une communauté de gens et lui dire « j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ». Et qu'il avait une manière de le faire entre les anecdotes de la vie quotidienne du village et évidemment la parole du Christ, très solennelle, avec beaucoup de fulgurance. Et très sincèrement, mon désir de surgissement au milieu des autres vient de là. Et ça se manifestait comment? Par une formation d'acteur, par des essais, par une troupe, Oh, ça a commencé tout petit à jouer dans le village, à jouer à la messe, bien sûr. Donc, à faire un peu, voilà, à distribuer la communion, à donner la confession. Et puis ensuite, maintenant, au secondaire, j'ai eu la chance de faire un internat chez les jésuites au petit séminaire. Donc je me destinais à être prêtre. Là, c'est raté pour le coup. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de me confronter aux déclamations, aux récitals, où il y avait une troupe de théâtre, il y avait une scène de théâtre, on appelait ça le Hyde Park. Et là, il y avait une troupe qui était animée. Et assez vite, je suis rentré dans cette troupe-là. J'ai fait mes petits pas. Et après, quand j'étais en seconde, de la seconde jusqu'en terminale, ben, je m'occupais de la troupe du petit séminaire. Et c'est par la suite, après, à l'université, pour faire mes études de sociologie, que je suis entré dans une troupe de théâtre, qui est le Théâtre de la Fraternité, une des troupes les plus anciennes du Burkina Faso. Ce qui veut dire que je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas fait de conservatoire, parce que ça n'existe pas, ni d'une école de formation. J'ai fait ce qu'on peut appeler un peu l'école de la forge. C'est quoi l'école de la forge? Ben, un forgeron, ben, voilà, il a sa forge et que c'est dans cette forge-là que tu fais compagnon, fais route avec un maître qui a un métier et qui le transmet. Et qui ne transmet pas seulement le métier dans ses aspects techniques, mais qui transmet aussi une vision du monde, un regard sur le monde. Il y a eu toute une pensée. Alors donc du coup, ce type de compagnonnage de formation n'est pas calibré par des modules, c'est t'es là. Et puis tu regardes les choses, les aînés faire, et petit à petit, bon, tu ramasses tel accessoire, tu ranges tel décor, jusqu'au jour où toi, on te donne la possibilité de dire un texte. Moi, je suis resté auprès de Jean-Pierre Guingané, qui est professeur de théâtre et qui est metteur en scène, qui est auteur burkinabé. Et je suis resté près de lui, dans sa troupe, pendant une 12aine d'années. Donc la formation, s'est faite sur ce temps-là,
ce temps long où tu grandis en regardant quelqu'un d'autre, une équipe posée jour après jour, mise en scène après mise en scène, projet après projet, un acte. Et tu apprends par ce biais-là. C'est dans quelles années? On est dans quelles années? On est dans les années, voilà, je rentre dans la troupe au début des années 90 et je vais en sortir en 2000-2001 pour créer ma propre compagnie. Donc les années 90, c'est des années au Burkina sous dictature de Compaoré. Il y a eu le coup d'État quelques années avant et l'assassinat de Sankara. C'est quoi la marge de manœuvre qu'a l'activité théâtrale sous Compaoré dans ces années-là et la place que peut occuper peut-être le théâtre comme potentielle résistance ou pas Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que, alors, il faut mettre ça effectivement en contexte, dans le contexte politique. Donc, en 90, quand moi j'arrive à la capitale pour faire l'université, la révolution s'est arrêtée 3 ans plus tôt par l'assassinat du capitaine Thomas Sankara par son compagnon, son ami Blaise Compaoré, et qui va donc proposer la rectification, comme toujours, mais on ne rectifie rien. En fait, on gère le temps qu'on oublie toute cette petite parenthèse de jeunesse et pour vraiment prendre le pouvoir. Et donc, effectivement, il va s'installer au pouvoir autour des années 90 avec aussi une nouvelle donne politique. Il y a François Mitterrand qui fait le discours de la Baule et qui dit que bon, voilà, l'aide au développement sera conditionnée évidemment par les élargissements voilà, la fin des partis uniques. Pour entrer dans la démocratie, il faut maintenant rédiger des constitutions, il faut... bref. Donc on va assister donc, dans tout l'espace francophone au sud du Sahara à des mouvements de libéralisation et qui vont faire partir, enfin qui vont connaître, certains pays vont connaître des difficultés. Évidemment, ces difficultés-là, il y en a qui n'en sortent pas jusqu'à aujourd'hui parce que tout le contentieux politique part de là. Et Blaise Compaoré va avoir cette lucidité, sans doute du dictateur, d'ouvrir, de proposer une nouvelle constitution, d'autoriser les multipartismes, mais évidemment hyper contrôlé. Et comme le peuple burkinabé venait de passer quand même un dur temps sévère pendant la Révolution, parce que la Révolution c'était quand même produire et consommer burkinabé, c'est sortir de l'axe impérialiste, c'est voilà, donc c'est une période très dure. Eh bien, voilà. Et le théâtre, dans ces années-là, va devenir quelque chose qui observe. La plupart des créations vont observer ce qui se passe comme mutation. Et donc, c'est en cela que le théâtre, chez nous, enfin, a toujours été très politique, comme étant l'endroit de questionnement de ce qui était en train de se faire, de ce qui était en pleine mutation dans la société. Et les festivals vont naître aussi à cette période. Je prends par exemple un cas au Bénin, par exemple, le festival de théâtre du Bénin, qui naît à partir des groupes universitaires très contestataires vis-à-vis du pouvoir, va devenir un des premiers gros festivals de théâtre sur le continent. En espace francophone, le Festival international du théâtre de Bénin, et qui va accompagner pratiquement tout le processus du multipartisme, jusqu'à la conférence nationale souveraine qui va redéfinir un peu le jeu. Donc vous voyez à quel point le destin démocratique de nos pays à cette période-là est fortement lié aussi à une pratique artistique théâtrale dans les villes et dans les campagnes. Quand tu dis que les œuvres à l'époque observent le processus en train de se faire, ça se matérialise comment? C'est-à-dire que les textes s'écrivent à chaud, il y a des reprises de répertoire avec des tentatives de l'adapter à la nouvelle situation, ou ça fonctionne beaucoup sur de l'improvisation ou des formes peut-être plus classiques d'agite-propre, ou comment ça se matérialise cette manière d'observer? D'abord parce que les auteurs écrivent sur les dictatures, comme si on avait maintenant le droit d'en parler plus ouvertement.
et les mises en scène construisent on fait parler le petit peuple. Je me souviens par exemple Les Voix du silence de M. Prosper Compaoré, et vous avez partout aussi sur le continent des grands auteurs, les Sony, la Boutancy, on voit apparaître toute une critique très acerbe, très sévère de la période des dictatures, et en même temps aussi, on entend de plus en plus ce désir de liberté. Il y a pratiquement des scènes d'émeutes qui sont organisées dans les pièces de théâtre. Donc, on voit que c'est vraiment presque du théâtre documentaire par rapport à ce qui se passe dans la rue et dans les différentes revendications. Je fais un léger retour en arrière, puisque Thomas Sankara est une figure devenue mythique, et c'est une des pensées, l'une des pratiques peut-être les plus importantes de des années 80 dans le champ politique révolutionnaire. Quel serait, alors tu parlais de la lutte contre l'impérialisme, mais dans le domaine culturel et artistique, quel serait le legs de la période de Sankara? Est-ce que quelque chose a été apporté, ou en termes de pensée, ou en termes de politique culturelle, dans le peu de temps que Sankara et que le pouvoir révolutionnaire a eu, par rapport notamment à la question théâtrale? Ou est-ce que l'urgence était à d'autres choses et elle ne s'est pas focalisée à cet endroit-là? Le discours révolutionnaire était très clair, c'était un discours poétique. Et c'est ça la force en fait des révolutions. La période des révolutions est à cela emblématique que là, il y a une force poétique enfin dans le discours politique. Et tous les discours de Thomas Sankara, on voit très bien qu'au-delà du développement d'une pensée idéologique qui veut repositionner le Burkina Faso, qui veut changer l'homme burkinabé et qui veut lui donner une autre citoyenneté, qui veut l'engager sur une autre façon d'habiter le pays, on sent qu'il se dit « je n'ai pas assez de temps que pour faire des choses, il faut que je puisse dire les choses ». C'est dans cela qu'effectivement, la période révolutionnaire a été une période très invitant à la création. Et d'ailleurs, dans un de ses discours, il dit, j'ai un compatriote burkinabé ici, il peut me corriger si ce n'est pas exact, il dit « libérez votre génie créateur ». Alors, quand un président de la République dit à son peuple « libérez votre génie créateur », au sens figuré comme au sens propre, c'est une invitation sublime. Donc, je crois que l'acte artistique et de création a été sublimé dans cette période-là, et donc comme ça a aussi été un vrai mouvement d'entraînement. Alors évidemment, c'était important, c'était aussi une forme de propagande claire, et que la meilleure façon de soulever les gens, c'est de soulever leurs espérances, et que de ce point de vue-là, oui, ça, il a réussi ça, et je crois que tout ce qui va se passer après, malgré la manière dont le nouveau pouvoir de Blaise Compaoré va tenter soit d'ignorer ce qui se passe parce que bon, on ne s'y intéresse pas, on ne donne rien, etc., ou alors de contingenter un peu vos espaces de liberté et de création, malgré tout ça, ce qui avait été semé pendant la Révolution, on ne pouvait plus le déterrer, ça germait, quoi, ça poussait. Et ça va connaître, évidemment, son expression la plus spectaculaire quand, en octobre 2014, c'est cette génération, Thomas Sankara, et qui est dans la rue et qui chasse le dictateur et qui, en 3 jours, part. On va revenir justement sur 2014. Encore une fois, une dernière question historique. Je remonte encore avant. Le Burkina, avant de s'appeler le Burkina, était aussi un pays colonisé. Je voudrais savoir la Haute-Volta, je voudrais savoir ce qu'il avait ce qu'il restait de cet héritage colonial dans la culture, et je pense notamment toujours à la question théâtrale. Est-ce que ça avait laissé des traces fortes, et à quel endroit? Et aussi peut-être des contestations ou des refus radicaux de s'approprier ou de se lier à ce passé colonial? Bon, évidemment, tout le monde connaît que bon, la colonisation, c'était quand même un viol culturel puissant et qui a très très bien réussi. Je ne veux pas revenir là-dessus, ça c'est l'expérience que la plupart des pays colonisés ont vécue. Mais sur le cas de la Haute-Volta, la présence des outils, par exemple des centres culturels français, de la coopération française ou la coopération belge, bref, tous ces différents outils d'encadrement avec des modèles de proposition des parcours de formation, avec la langue comme étant aussi, voilà, c'est, comme disait Sony, le butin de guerre, on a fait avec.
Tout ça marque évidemment l'histoire. Tout ça est présent dans l'histoire. Alors, il y a eu une forme de prise en charge des États et dans ce qu'ils voulaient appeler l'identité culturelle nationale, à travers, par exemple, la mise en place des orchestres nationaux, des théâtres nationaux, des ballets nationaux, à travers aussi la mise en place de radios rurales avec un travail sur le patrimoine, sur la mémoire, sur les cultures, etc., qui était une forme de réhabilitation, une tentative en tout cas de réhabilitation et de se réapproprier des images propres. Tout ça aussi dans le but aussi de construire aussi les nations, puisque bon voilà, la colonisation a créé aussi des frontières complètement artificielles, etc. Et à l'intérieur des frontières, les peuples qui vivaient ensemble, et parfois à la limite des frontières, sont des espaces très poreux donc de circulation. Et les États se construisent aussi avec des récits mythiques, mythologiques. Et donc toute cette période-là aussi, ça a été la période de reconstruction des mythologies nationales, pour faire face justement à ce qui s'était passé et qui avait dépossédé les uns et les autres d'une manière ou d'une autre de leur propre identité. Donc cette façon hybride maintenant de se représenter, il y avait nécessité que ce soit les écrivains, les hommes politiques, que ce soit les politiques publiques, oui, voilà, l'entreprise c'était reconstruire des mythologies nationales pour pouvoir faire peuple-nation. Alors donc, tout au long des années 90, tu te formes dans la troupe dont tu parlais. Et au début des années 2000, tu crées le Festival des Récréatrales à Ouagadougou en 2002, je crois. Oui. Quel est le projet? Enfin, d'abord, tu es artiste, tu joues. Pourquoi se lancer dans la création de ce qui va devenir une institution? On reviendra sur le succès et peut-être aussi même sur les évolutions du festival. Mais d'abord, qu'est-ce qui te fait te déplacer légèrement ou prendre cette position-là? Et quel est le projet des Récréatrales tel qu'elle se crée en 2002? Bon, alors, c'est... chez nous, ben voilà, tu es comédien, et puis après, bon, tu es metteur en scène, et puis après, tu crées une compagnie, et puis après, tu crées un projet. Enfin, tu fais un peu tout. Voilà, c'est un peu... J'étais étudiant après, parce que j'étais professeur de littérature aussi, au lycée, tout en faisant du théâtre. Donc, on essaie de faire tout, parce que, bon, voilà, il n'y a pas de... Tu prends les responsabilités au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, si j'ai créé la compagnie Falinga en 2000, c'est que j'ai pensé que, après tout ce compagnonnage avec Jean-Pierre Guingané, j'étais prêt à expérimenter quelques démarches de création de travail qui m'intéressaient moi et que je me sentais assez prêt et autonome pour créer mon propre petit laboratoire. C'est de cette manière que j'ai créé la compagnie Falinga. Et c'est la compagnie Falinga, dans son parcours de recherche, qu'est-ce que je faisais? C'était écrire au bord du plateau. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il y avait pas de, j'avais une idée, mais je me considérais pas comme écrivain, je me considérais comme quelqu'un qui écrit à partir du plateau. Donc je rassemblais des comédiens et puis on travaillait par improvisation, on progressait comme ça et la pièce prenait une certaine forme. Et puis on arrivait jusqu'au bout de la création, on le présentait au public, et puis on continuait de retravailler, ainsi de suite. Donc après avoir fait 2 ou 3 expériences de création au sein de la compagnie Falinga, tout d'un coup, en écoutant aussi, dans le cadre des différents festivals, tous les problèmes qui sont liés à la production théâtrale dans nos pays, manque de formation, manque de moyens pour aller jusqu'au bout d'une démarche de création, manque de collaboration, bref, manque de temps pour aller jusqu'au bout d'une démarche de recherche, est venue tout naturellement l'idée de proposer un espace de résidence, recherche, création, formation. Donc c'est arrivé comme si, bon ok, tout le monde dit oui, nos problèmes sont ceci, personne ne les prend en charge, puis quelqu'un un jour dit, bon, voilà. Moi je pense que si je n'avais pas fait les récréatrales en 2002, en 2003, quelqu'un d'autre l'aurait fait à Kinshasa ou à Brazza ou à machin. On avait fait le tour de la problématique et une des solutions apparaissait qu'il fallait créer un espace de travail, de recherche, de production qui permettait à plusieurs artistes du continent de venir passer du bon temps, de travail, de recherche, etc. Les résidences d'écriture, de création, de recherche théâtrale sont nées comme ça. Et quand je faisais l'édition première, je n'avais pas idée d'en faire une deuxième. J'avais idée peut-être que quelqu'un d'autre le fasse au Niger, et alors on y irait là-bas.
Et puis finalement, les gens m'ont dit, écoute, c'est pas mal, on continue. Et donc j'ai fait en 2003, puis j'ai fait en 2004. Et puis bon, ça commençait à s'emballer. Et je me suis dit, oh là là, je vais m'embarquer dans une histoire qui est un peu trop... voilà, moi je veux plutôt jouer et créer. Je ne vais pas commencer à chercher l'argent parce que voilà, pour accueillir des gens, c'est hyper compliqué. En 2005, je n'en ai pas fait. Tout le monde me dit pourquoi. J'ai dit non, c'est fini, bon, c'est bon. Et puis bon, voilà, et après, évidemment, tout le monde dit non, on ne peut pas s'arrêter. J'ai recommencé en 2006, sauf que maintenant, au lieu de faire chaque année, j'ai décalé, j'ai fait tous les 2 ans pour respirer, pour avoir le temps aussi de continuer à créer, ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on pourrait caractériser justement l'évolution des récréatrales entre ce qui l'initie et ce qui origine sa nécessité? C'est-à-dire qu'il faut répondre à un certain nombre de problèmes qui se posent. On est 16 ans après cette création-là. Aujourd'hui, est-ce que la nécessité n'est certainement plus la même? La visibilité acquise par les récréatrales est gigantesque. Comment est-ce qu'on pourrait définir sa fonction ou l'évolution de sa fonction? Par quel type d'évolution est passé ce festival? Alors, donc, dans un premier temps, effectivement, c'était de trouver un espace de travail pour les artistes. Ça, et on l'a fait 2002, 2003, 2004, 2006. Mais à partir de 2006, surgissent d'autres questions. La question, OK, pour avoir un espace de travail, mais pour qui on fait ce boulot-là? Le théâtre, c'est pour qui? Et on fait ça, est-ce qu'on fait ça entre nous, tranquille? Et puis bon, on est bien content de faire ce qu'on fait. Généralement, nous les artistes, on est quand même bien contents d'être entre nous et à faire les choses, etc. Et à parler de changement du monde, de révolution, de tout ça, sans se rendre compte que derrière, juste là, à la boulangerie, rien ne bouge, rien ne change. Et ici, là, rien ne change. L'extrême droite monte et ceci monte, etc. Mais dans nos théâtres, autour de nos vins, on change le monde, tout est urgent, tout est ceci, etc. Bon, bref. Donc, à ce moment-là, se pose la question, finalement, on fait tout ça pour qui? Parce que nous étions dans des espaces où finalement, c'est vrai, on avait beau être content de nos parcours de recherche, le public qui venait là, bon, ce n'était pas les gens qu'on devait changer, quoi. Ou en tout cas, s'ils avaient changé, franchement, le mode d'emploi qu'on proposait n'était pas parce que je ne voyais pas, au contraire, je pensais qu'ils ne changeaient pas, au contraire. C'était les mêmes qui arrivaient, je dis, bon voilà, donc si c'est les mêmes qui reviennent tout le temps, ça veut dire qu'il y a un problème, etc. Donc on s'est posé la question du rapport au public. Et là, ça devenait une question sérieuse. Parce qu'on ne peut pas se permettre, dans un pays où il n'y a rien pour la culture, et surtout le théâtre est un luxe, et de faire quelque chose pour quelques-uns. Il faut absolument que ça ait un impact. Si ça n'a pas d'impact, alors c'est bon, donc on fait autre chose. Et c'est à ce moment que j'ai fait une rencontre décisive. C'est la rencontre avec un scénographe, metteur en scène français, Patrick Janvier, qui a fait la mise en scène de Si nous voulons vivre, et que j'invite en 2008 à Ouagadougou. Et je crois que cette rencontre, qui fait suite à toutes ces réflexions qu'on se faisait sur le théâtre et son public, etc., cette rencontre en 2008 va être décisive dans l'évolution du projet des récréatrales. Parce qu'un soir, en buvant du whisky, non, je le dis parce qu'on boit du whisky généralement tous les soirs, après le vin, la bière, et on a des idées lumineuses. Essayez ça, ça marche toujours. Sauf que le matin, vous vous réveillez, vous dites, putain, qu'est-ce qu'on a raconté hier soir en buvant du whisky. Sauf qu'en buvant ce whisky-là, vers 2h, 3h du matin, nous étions dans une rue, là où on avait fait un peu le village du festival, et puis on a commencé à regarder par-delà le mur, la cour intérieure des gens, des familles. Et puis je lui ai dit comme ça, Patrick, tu sais, je crois que si le théâtre est un espace de discussion sociale, si nous voulons restituer le théâtre à sa communauté, si nous voulons que la communauté se reprenne la parole au théâtre, il n'y a pas d'autre endroit que de le faire dans les cours familiales. Et nous avons la chance que, en termes de géométrie, de géographie, ça se prête. Vous savez, les cours familiales au Burkina, les parcelles, surtout dans le quartier où nous sommes, qui est un vieux quartier, les parcelles sont à peu près entre 600 à 700 mètres carrés ou 400 ou 500 mètres carrés, bref, et que les gens construisent un peu les maisons le long des murs, et au milieu, où il y a les arbres, il y a la cuisine à côté, il y a ceux qui font de l'élevage, enfin bref. La vie familiale, sociale, se déroule vraiment là, au milieu.
les réunions de famille les dimanches ou les week-ends, quand il y a un problème, etc., les mariages, les baptêmes, les décès, les funérailles, tout se déroule là. Donc c'est vraiment une vie, un espace de sociabilité extraordinaire. Et donc nous avons pensé que pour résoudre notre problème de public et notre rapport du sens du théâtre, etc., il fallait peut-être revenir dans ces espaces-là. Le lendemain matin, on était très content d'avoir eu cette idée. Mais le lendemain matin, on a dit, oui, mais c'est hyper compliqué de faire ce truc-là. Parce qu'il y a un côté à la fois démagogique, forcément. Oui, on va faire le théâtre dans les cours familiales. Et puis surtout, le processus de réalisation d'un tel projet demande un temps de dialogue avec la communauté, un temps de présence et d'honnêteté, parce qu'on ne fait pas ça une seule fois. Tu ne demandes pas aux gens de rentrer dans leur intimité et puis bon, tu t'en vas comme ça. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, ça demande aussi un investissement logistique pour ne pas appauvrir le déplacement. Si les artistes se déplacent en quittant le confort des salles où j'ai ceci, j'ai cela, etc., puis de toute façon, on a appris à faire ça, les déplacer dans un espace qui n'est pas du tout un espace théâtral et leur dire « faites théâtre là », le risque, c'est d'appauvrir leur langage. Ou alors de l'enrichir avec ceux qui seront capables de dire « tiens, ok, alors dans ces conditions, on invente complètement autre chose, on part dans d'autres choses ». L'évolution du projet des récréatrales intervient à ce moment-là, et c'est vrai que 2008, on y entre dans 2 cours, 3, salaire de prendre. 2010, on entre dans 5, 6, 7 cours. 2012, on est dans 7, 8. Là, 2016, on était dans une quinzaine de cours. Les habitants sont devenus les coproducteurs parce qu'il y a toute une série de services liés à l'événement qui sont pris en charge par la population. La billetterie, tout ce qui est le catering, voilà, le nettoyage, la surveillance, etc., etc. Donc tout d'un coup, le projet maintenant prend racine au sein d'une communauté, sur un territoire, qui l'accueille, qui l'héberge, qui l'investit, etc. Ça, c'est, à mon avis, la deuxième, c'est vraiment la dernière évolution est entre les mains, parce que vous savez, moi j'ai fondé le projet, mais depuis 2014-2016, je passe la main à un jeune metteur en scène, Aristide Tarnagda, qui est un pur produit du processus récréatral, qui vient d'avoir cette année le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour 2 de ses pièces de théâtre éditées chez Lancement. Et je lui ai dit, mais écoute, maintenant, c'est à toi de rêver le projet plus loin. Parce que je pense que j'ai fini de m'enthousiasmer sur le projet. En tout cas, en tant qu'acteur, comédien, c'est parfait. Mais en tant que porteur de projet, j'ai comme l'impression que je suis arrivé à une limite de ma propre pensée par rapport à cela. Et que les inconvénients de diriger un tel projet deviennent beaucoup plus importants. Enfin, les prudences deviennent plus importantes que les imprudences. Et pour moi, dès qu'on commence à être beaucoup plus prudent sur les choses, on commence à ne plus créer tout à fait. Alors je lui ai dit, mais voilà, vas-y. Alors, peut-être faire légèrement un retour, parce que tu énonces un certain nombre de risques qu'il y avait à partir de 2008 à rentrer dans les cours. On peut maintenant faire des bilans. Donc on voit que numériquement, le phénomène des cours a pris. C'est-à-dire que tu le disais, 2016, c'est une quinzaine de cours. Mais sur les 2 risques que tu pointais, à savoir peut-être la question démagogique ou la question de l'impact, il s'agit de renouer avec un théâtre populaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience-là? Et puis aussi, bon, déjà sur ça. Déjà sur ça. Donc là, bon, évidemment, on a multiplié aussi le nombre de créations. Le nombre d'artistes qui peuvent venir faire leur parcours, c'est les scénographes, c'est des techniciens, c'est des créateurs lumière, c'est bien sûr des comédiens, des metteurs en scène, des dramaturges, des auteurs, etc., qui émergent de là et qui sont de mieux en mieux connus et qu'on retrouve comme les Akimba, Aristide Tanagda et plein d'autres qui sont passés par ce laboratoire-là et chacun maintenant prend son chemin. Je pense que ce type d'espace n'a d'intérêt que de révéler et de pousser les gens voilà, sur leur propre chemin. Avec le quartier, la démagogie, c'est un peu c'est le happening. C'est-à-dire, je viens, et puis je pars, quoi. Mais pour éviter ça, c'est la présence quotidienne.
ça demande énormément une présence quotidienne. Et donc, du coup, aussi, ça nous donne une réflexion par rapport à notre travail d'artiste. Le poète ne peut pas inhabiter son lieu. S'il inhabite son lieu, il y a là, la démagogie est là. Il doit habiter son lieu. Pas qu'il prenne place, qu'il ne prenne pas le pouvoir, mais il est là dans une présence quotidienne avec les gens. Mais, par exemple, là, il y a eu la Pentecôte, et puis c'est les baptêmes. Eh bien, on doit aller rentrer dans toutes les cours pour saluer pour les baptêmes. Il y a eu un décès, il faut un camion pour transporter le corps au cimetière. Eh bien, c'est le camion du projet des récréatrales que les jeunes vont venir chercher, etc. Il y a du boulot, les 100 jeunes qui font la billetterie, qui font machin, etc., sont recrutés dans les cours, dans les familles. C'est eux qui sont les bosseurs, quoi. Donc, ça va aussi à tout ça. Et c'est les questions de salubrité. C'est voilà, 2000 personnes dans un festival tous les soirs. Vous savez bien que ça jette ceci, ça jette cela, etc. Et donc, il faut très tôt le matin, le lendemain matin, quand vous arrivez, tout est propre. Et puis on recommence, ainsi de suite. Il y a aussi une responsabilité par rapport aux enfants, aux jeunes. Il y a des ateliers de pratiques artistiques avec les enfants, les jeunes. Ils ont même leur espace dans la rue. Et ils font leur création, leur formation tout au long de l'année. Et puis, pendant le festival, ils ont un plateau où il y a des prestations, des propositions artistiques, etc. Et ils participent à la scénographie en faisant des décors aussi. Donc, cette présence, c'est-à-dire habiter vraiment le lieu, c'est d'être à la fois dans la vie sociale quotidienne des gens, dans leurs problèmes, dans leurs soucis, dans leur joie, leur bonheur, mais c'est être aussi partager véritablement le projet avec eux et pas seulement venir l'occuper et puis partir, eux ils regardent, non. Il faut qu'on fabrique ensemble. Et tu pourrais caractériser comment là, ce que ça a modifié dans la réception des œuvres pour le public? Parce que là, tu montres à quel point, oui, ils deviennent coproducteurs ou co-créateurs du moment scénique, mais sur la réception de l'œuvre, est-ce que ça a modifié des choses qu'on peut nommer ou pas? Je ne peux pas le dire, ça ce serait, je ne peux pas le dire, j'observe seulement des bribes de choses. Il y a un documentaire qui est sorti, de 16 minutes, que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant Récréatral 2016, un documentaire qui a été fait. Et moi, je regarde ce documentaire et je vois des choses que je ne vois pas, puisque quand tu es dedans, tu ne vois pas tout. Et je vois qu'il y a une pièce qui se répète dans une cour, et les comédiens sont en train de répéter leur pièce, et il y a deux gamins, ils doivent avoir 7 ou 8 ans, qui sont assis sur les gradins, c'est le moment de la répétition, donc voilà. Et la caméra passe sur leur visage, et je vois qu'ils disent le texte que disent les comédiens. Moi, je dis, bon, ok, pour moi, ça suffit. Un gamin de 7 ans peut réciter le texte de Akimba, de Guinée, en regardant une troupe répéter dans sa cour. C'est parfait. Tu disais que le deuxième risque, c'était possiblement les impacts que ça pouvait avoir pour le coup sur la création. C'est-à-dire que la cour impose, on va dire, un espace, elle impose un lieu, elle impose aussi un imaginaire. Comment est-ce que vous avez réussi à défier cette possible limite qu'apportait la richesse de jouer dans des cours? C'est-à-dire comment est-ce que les formes ne se sont pas vues complètement imposer un cadre qui pouvait leur être étranger ou limitant? Alors évidemment, ça c'était le danger qu'on voyait bien et qu'on ne pouvait pas l'éviter. Ça allait créer énormément de malentendus. C'est pour ça qu'au départ, le projet c'était une résidence de 2 mois. Et puis ensuite, on a fait une résidence de 3 mois de façon contiguë. Et puis on m'a dit non, pour vraiment que les gens prennent le temps de trouver leur marque, de chercher, de changer un peu le logiciel. Il faut découper ce temps de travail de recherche en plusieurs étapes. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé dès 2008, à proposer le mois de février, nous l'avons appelé la quarantaine. C'est donc un mois entier où l'auteur, le metteur en scène et le scénographe, les comédiens, ils sont là en exploration, en recherche, sur les 3 niveaux d'écriture, l'écriture scénique, l'écriture scénographique et l'écriture, bien sûr, de l'auteur, avec la manipulation des acteurs, et donc ils testent plein de choses. Pour pouvoir aussi voir dans les différents cours, là, la matérialité des choses, les contraintes, et peut-être alors, mais là, ils ont un mois.
On appelait ça la quarantaine, une espèce de mise au vert. Et puis il y a le mois de juin, le deuxième étape de travail, où de nouveau encore, ils vont un peu plus loin dans le travail. Et puis ensuite, septembre, octobre, alors toute la discussion se retrouve et c'est les résidences de création. On s'est dit qu'en décomposant le temps en 3 ou 4 étapes comme ça donnait la possibilité aux gens de n'être pas acculés par les différentes contraintes et d'avoir le temps de sortir un peu des marques traditionnelles, etc., pour vraiment travailler. La deuxième chose, c'est aussi tout le temps on réfléchit, on discute ensemble. Ce n'est pas que chacun crée dans son côté, donc il y a des moments où on discute ensemble sur nos difficultés. Il y a même ce qu'on appelle les rotations, à savoir que, voilà, pendant le temps des répétitions, régulièrement, l'ensemble des participants va regarder l'état d'avancement du travail d'une équipe. On sait que c'est un moment très, très difficile parce que tout est fragile. Généralement, on ne veut pas ouvrir quand même son travail à un public déjà. Mais c'est pour permettre que les professeurs, entre nous, qu'on se dise, bon voilà, écoute mon gars, tu es en train d'aller on ne comprend pas ces choix-là, etc. Alors, ça permet aux gens, non, peut-être de changer, peut-être aussi de rester dans leur position, mais en tout cas en connaissance de cause. Donc c'est vraiment, comment on appelle ça, on se stimule chacun, on cherche ensemble. Puis bon, il y a des réussites, puis il y a des ratés. Mais quand il y a des réussites, c'est super. Voilà, il y en a qui tournent et qui vont à Avignon, dans le festival IN. D'autres atterrissent au théâtre des Feuillants. Alors justement, on va aborder cet autre volet, puisque tu es un artiste aussi dans ce festival. Tu en es le fondateur, mais tu es aussi quelqu'un qui propose des spectacles. Alors on peut prendre la trilogie qui est présentée ici. Le premier temps de cette trilogie, c'était M'appelle Mohamed Ali. Ça a été créé dans une cour, ce spectacle-là, ou pas? Oui, je l'ai fait un peu à l'arrache plutôt. Ça n'a pas du tout suivi le processus de création habituel d'ailleurs. Enfin, c'est un truc qui se fait à la table, c'est dans la tête pendant... Donc c'est un texte de Dieudonné Niangona? C'est un texte de Dieudonné Niangona. C'est une commande parce que, bon, voilà, l'anecdote c'était qu'en 2009, il y avait Will Smith qui jouait le rôle de Ali, la production hollywoodienne. Il y a ma fille qui regarde les colonnes là parce que la pub passait. Je dis, papa, bon, voilà, au lieu de faire du théâtre, si tu avais fait un peu de cinéma, tu ressembles un peu plus à Mohamed Ali que l'autre. L'autre a dû manger des frites, machin, pour gonfler. Toi, c'est bon, voilà. Il faut juste raffermir les pectoraux et tu fais le truc. Et on aurait été riche et tu nous aurais acheté un palais. Donc elle me dit ça, et donc elle a 5 ans. Et je me dis, bon, ouais, je ne l'ai pas eu au théâtre, au cinéma, je vais l'avoir au théâtre. Et en 2010, je passe commande à Dido, à Niangona, et qui lui aussi, évidemment, avait cette figure de Mohamed Ali comme étant vraiment une figure qui l'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il faut savoir qu'un auteur écrit toujours pour lui. Donc, il faut le savoir. Même si c'est à Étienne Minougou que ça a été fait pour ma gueule, un auteur écrit toujours pour lui et bon, l'un n'empêche pas l'autre. Et pourquoi tu demandes parce que Dieudonné Niangona, c'est une écriture très particulière, pourquoi tu demandes à Dido ce texte-là? C'est à lui que tu passes commande? Mais parce qu'on boit la bière ensemble tout le temps. Non, sérieusement, il est au Récréatral comme auteur invité, et c'est mon frère, c'est mon ami, on est tout le temps ensemble, on va au village. Enfin, bref, si vous connaissez Niangona, c'est que tout se passe autour d'une bière. Et si vous me connaissez, c'est que tout se termine toujours et recommence autour d'un whisky. Donc voilà, Mohamed Ali sort entre ces deux, entre la bière et le... Et la commande que tu lui passes, c'est quoi? C'est écris-moi un texte, un monologue autour de Mohamed Ali. Oui, mais bon, tout le monde m'appelait déjà Cassius Clay ou Mohamed Ali, hein, parce qu'apparemment, il semble que quand j'étais plus jeune, maintenant j'ai vieilli et puis j'ai arrêté de fumer, j'ai grossi un peu. C'est pas grave. Mais, et donc, on plaisantait tout le temps autour de ça. Et voilà, il me dit, bon. Et comme toujours, c'est cet auteur qui est pour moi un des auteurs majeurs en ce moment. C'est vraiment un génie. Et quand il a enregistré une chose, il ne l'oublie jamais. Et on n'en a plus reparlé. Et 2 ans plus tard, en 2012, j'étais assis à la même place
sous un acacia. Il était midi, je n'étais pas encore à la bière. Il est arrivé parce qu'il faisait une tournée de gens Genet, avec un texte de Genet en Afrique. Il est arrivé à Ouagadougou. Il est venu sous cet acacia et il m'a posé une enveloppe. J'ai ouvert, j'ai vu « M'appelle Mohamed Ali ». Je suis rentré avec, je l'ai lu et c'était... Et puis je l'ai gardé. Et puis, une année après moult péripéties, j'étais prêt pour monter la pièce, mais j'avais perdu le manuscrit. Je l'avais perdu. Donc je prends mon ordinateur et je vais lui écrire pour lui dire, écoute, fils de maman, c'est comme ça que je l'appelle, je vais commencer quand même à monter à Lila, mais je me souviens que tu m'avais donné une enveloppe et je l'ai perdue. Je reçois automatiquement, quand j'ai envoyé, je reçois automatiquement un message venant de lui et je me suis dit, putain, c'est le genre de réponse automatique, je suis absent, machin, truc, etc. Non, j'ouvre ce message, il me dit, fils de maman, écoute, je t'ai envoyé un texte il y a quelque temps, mais oublie-le, voici une nouvelle version. Et donc on s'appelle. Parce que le temps que je lis ça, lui aussi il a reçu mon message, etc. Et donc on s'appelle, on dit, ben, on a une connexion au débit. J'imprime le texte. Évidemment, ça avait beaucoup changé. Je dis, où est-ce que tu es? Il me dit, ah non, non, mais là, je t'envoyais ça parce que je vais filer à l'aéroport, je vais au Canada. J'ai dit, tu reviens quand dans une semaine? Je dis, dans une semaine, je te rejoins. Il était à Paris. Une semaine après, je suis allé chez lui à Paris, près de la gare de l'Est, et puis j'avais le texte avec moi. Je le lui ai lu, la pièce. On a de nouveau... Il avait amené une grosse bouteille de whisky du Canada, là, comment vous appelez ça? Oui? Yes. On l'a terminé. En le lisant, pendant des heures, on l'a terminé cette bouteille de whisky avec un autre ami, chorégraphe, Seydou Boro. Et puis à partir de là, il a dit, OK, maintenant c'est à toi, c'est ton cadeau, tu fais en fait ce que tu veux. Donc de ce projet, je suis retourné à Bruxelles, j'ai travaillé dans des petits endroits. Et évidemment, à chaque fois que je retournais à Ouaga aussi, je faisais des petites recherches et puis finalement, j'ai sorti l'affaire. Au-delà de la ressemblance physique avec Mohamed Ali, c'est aussi une figure de la conscience noire, c'est une position politique aussi, c'est un personnage politique sur la guerre du Vietnam. Est-ce que c'était important pour toi, ou à l'origine c'est vraiment un désir d'incarner Mohamed Ali et de jouer cette chose-là? Ou est-ce que vraiment la figure emblématique a pu incarner Mohamed Ali, puisqu'on va revenir sur les trois spectacles, c'est Sonia Laboutancy, c'est Hier Césaire, ce qu'on a vu hier. Donc on voit bien que quelque chose se joue autour de la négritude ou du positionnement politique. Est-ce que dès ce moment-là, sur Mohamed Ali, c'est un point important ou pas? Oui, ça c'était clair. Alors, parce que la proposition quand même de Nyanguna, et qui fait suite à l'ensemble de nos discussions, de nos débats, etc., autour du théâtre. Lui, il est à Brazzaville en train de se battre avec le festival Manchina sur scène, etc., et se battre contre Sassou Nguesso. Maintenant, il est interdit de séjour parce qu'il a dit ça suffit sur France 24. Et Manchina, c'est le festival qui a créé Dieu Nyanguna au Congo-Brazzaville. Et moi, je suis à Ouagadougou avec les récréatrales, on se bat, etc. On sent que c'est la fin du régime, mais il y a quelque chose qui... donc on participe de tous ces mouvements-là et la figure de Mohamed Ali représentait pour nous vraiment la figure de la résistance, mais en même temps aussi une belle allégorie parce que voilà un boxeur qui, du ring, en fait une tribune de prise de parole, se sentant concerné par toutes les luttes d'émancipation, les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, etc. Et avec sa boxe, il en fait un prétoire. Et que donc nous aussi, avec le théâtre, il n'y a rien à faire. Le théâtre devient pour nous un espace de prise de parole pour à la fois interroger tout ce que nous observons, tout ce qui se passe, etc. Mais en même temps aussi, quelque part, aussi pour défendre notre métier. Et que le théâtre, de ce point de vue-là, en tant qu'art, est permanemment menacé. On ne se rend parfois pas compte. Parfois, on dit, oui, on a coupé les subsides. Non, ce n'est pas les subsides qu'on a coupés, c'est votre art qu'on veut arrêter. Mais on ne peut pas l'affronter. Politiquement, c'est impensable de vouloir arrêter une pratique artistique.
C'est impensable, personne ne dira ça. Mais si on commence à vous réduire un peu les choses, à vous donner des injonctions par rapport, par exemple, à tel résultat 1, tel résultat 2, résultat 3, objectif 1, objectif machin, etc., avec tout le langage macroéconomique, microéconomique et tout ce que vous voulez aujourd'hui, etc., ben c'est une manière de vous dire, en fait, votre théâtre nous emmerde. Et qu'est-ce qui les emmerde dans le théâtre? Pourquoi cet art, justement, je partage, mais pourquoi cet art est-il particulièrement menacé? C'est la dernière chance qu'il y a de donner la chair de poule aux choses et aux idées. Ouais. Voilà, c'est ça. Ils sont plus intelligents qu'on ne le pense. Oui, c'est possible. Donc voilà, donc c'était ça aussi. Et puis c'était aussi l'occasion pour moi, c'était la première fois aussi que je faisais un seul en scène. L'occasion pour moi aussi de revenir à ce début du théâtre où j'ai vu mon père prêcher. Et je sentais qu'enfin, après autant d'années de pratique, j'arrivais donc enfin à ce point de départ de l'enfance. Le surgissement du père, au milieu de ses semblables, pour dire j'ai quelque chose à dire. Et pour ceux qui vont venir ce soir, voilà, c'est décodé, c'est un peu ça. Donc il y avait une espèce de malin petit plaisir enfantin qui revient à travers Mohamed Ali. Donc le Mohamed Ali que tu as joué des centaines de fois, tu le crées en 2013. 2014, Compaoré va être chassé du pouvoir par une révolution. Tu es à quel endroit au moment de la révolution et tu vis comment? Est-ce que d'abord tu pressentais et tu voyais quelque chose commencer à émerger et tu vis comment ce moment révolutionnaire? Pour moi, c'était vraiment exceptionnel parce qu'en février donc, 2014, je donne le thème de l'édition 2014 des Récréatrales. Et ce thème, je le sors du texte de Mohamed Ali. Et le thème de l'édition, c'était « Tenir la main au futur, qu'il ne tremble pas, qu'il sourit ». Voici le thème de l'édition. Nous sommes en février, et le dictateur est bien en place, etc. La contestation, elle n'est pas encore montée, mais elle est là. Mais je sentais, et c'est pour ça que je pense honnêtement que habiter par sa propre présence, par sa propre lucidité, sa propre communauté, on peut pressentir les choses, mais de façon parfois très tenue. Mais je sentais que dans l'intranquillité politique que nous allions traverser là, un des enjeux, c'était comment est-ce qu'on allait traverser ça tout en gardant un futur désirable et tranquille et pas connaître ce qu'on a. Parce que moi, les printemps arabes, on paye c'était 5000 morts hein, de l'autre côté, en Tunisie, en Égypte, c'était encore un peu plus. On sentait que ça allait venir. Alors, est-ce que ce serait combien de morts? Ça allait coûter quoi? Etc. Je le sentais. Et donc, pendant toutes les différentes étapes, bien sûr, je travaille, Mohamed Ali, il circule déjà, et d'ailleurs, je vais faire la clôture des Récréatrales avec Mohamed Ali, avec ça. Et donc, du coup, bon, le dictateur était parti, il y avait, je ne sais pas combien de personnes dans la rue, etc. Bref, tenir la main au futur, qu'il ne tremble pas, qu'il sourit, et qui marque donc toute la respiration des Récréatrales 2014, était ça. Sentir que quelque chose allait basculer, mais que dans ce qui pouvait basculer là, on pouvait payer très cher, ou alors peut-être payer... Alors, on a payé 30 morts. C'est énorme. C'est trop. Mais ça pouvait être pire. Donc voilà. Et la place du théâtre dans ce mouvement révolutionnaire, pendant qu'il y a la révolution, il y a du théâtre ou ça s'arrête? Non, il y a une conjonction de faits. Vous savez qu'un des mouvements de jeunesse qui était vraiment à la tête de la contestation, c'est le ballet citoyen. Le ballet citoyen, c'était un mouvement de jeunesse comme il y en a eu au Sénégal avec le mouvement des jeunes rappeurs Y en a marre. Et au Burkina Faso, c'est donc un reggaeman, un rappeur, Smoké, voilà, et ils montent le ballet citoyen. Et c'est eux qui sont à la tête de la contestation de la jeunesse avec les slogans de Thomas Sankara, c'est pour faire partie. Et Smoké écrit le texte du chorégraphe Serge Aimé Coulibaly et qui va monter Nuit Blanche à Ouagadougou. Ils ont commencé la résidence l'année précédente. Ils vont continuer à travailler février à Ouagadougou, à Bobo du Lasso, Nuit Blanche à Ouagadougou. Et ils vont le présenter pendant la plateforme festival et qui s'est ouvert le 24 octobre. C'était le 24 octobre jusqu'au 2 novembre.
Et Smokey est sur scène, et sur scène, le texte qu'il dit, c'est exactement le texte qui se dit dans les meetings, dans les rassemblements. Et il passe sa journée, comme nous tous, on passe aux marches et aux meetings pour chasser les dictateurs, et le soir, on est au théâtre. Et ainsi de suite. On ramasse les blessés de la place de la Révolution pour aller à l'hôpital et dans les urgences, et puis on revient, on est sur le plateau, et ce qu'il dit, Nuit blanche à Ouagadougou, ce qui est une pièce qui a été pensée les précédentes et qui s'est créée là, racontait la nuit d'une insurrection au Burkina Faso. Et un des acteurs principaux de cette révolution, qui est un musicien rappeur, est l'acteur principal de la pièce. Ben oui, quand le théâtre fait son travail, il fait l'histoire. Alors, faut repartir derrière. Quelques mois après, tu vas t'attaquer à un deuxième grand texte, alors là qui est un texte presque légendaire, qu'on a vu hier soir, Le Cahier d'un retour au pays natal. C'est un deuxième solo, donc tu avais initié ce qui va devenir une trilogie avec Dieudonné Niangouda. Tu arrives comment à Césaire, à ce choix-là, parce que autant M'appelle Mohamed Ali, c'est un texte pour la scène, Cahier d'un retour au pays natal n'est pas un texte pour la scène, mais peut-être juste avant, comment tu y arrives, c'est qui Césaire dans l'imaginaire de ces années-là? Il représente quoi? Il incarne quoi? Est-ce que sa présence ou la présence de ses poèmes ou de sa littérature est encore active au Burkina dans les années 2010, 2015? Ah oui, la plupart des Africains connaissent au moins un texte de Césaire par cœur, c'est-à-dire que si Césaire, chacun peut dire un mot, une phrase, voilà, parce qu'il fait partie de notre patrimoine, il est là dans la mémoire collective, etc. Parce que, bon, voilà, parce que c'est Césaire, parce que c'est les premiers écrivains négro-africains, c'est en même temps aussi la poésie, la littérature au service des mouvements d'émancipation. Enfin, on est dans toutes ces années-là, donc forcément, ça nous imprègne tous. Moi, particulièrement, je l'avais étudié aussi avec mes élèves en tant que professeur, mais il y a toujours chez un acteur africain ou voilà, de la périphérie, il y a toujours ce désir un jour de dire « je m'attaque ». à Césaire. Comme j'imagine que parmi les gens qui sortent des conservatoires à jouer Hamlet ou bien jouer Ophélie ou jouer, je sais pas moi, le Roi Lear ou jouer Richard III ou bref, ou l'Avare, enfin bref, ça fait partie un peu voilà, de nos petits, nos grands désirs, nos petits désirs secrets et tout. Finalement, soit on le fait jamais, mais donc voilà, Césaire, ça faisait un peu partie. Et là, j'ai eu c'est aussi une chance, voilà, une coïncidence, c'est que la charge du Rhinocéros, qui était coproducteur donc, de Cahier d'un retour au pays natal avec le Théâtre des Martyrs, il y avait un comédien haïtien qui devait jouer donc, le Cahier et qui s'est désisté parce qu'il voulait rester en Haïti, voilà. Et donc, tout d'un coup, il se retrouvait sans acteur. Et la charge, qui était avec moi déjà sur Mohamed Ali, me dit « Est-ce que ça te dirait pas de jouer le Césaire ?» J'ai dit « Non, tu rigoles, c'est pas possible. » Il me dit « Si. » Et ben, j'ai dit « Ben oui. » Sauf que j'étais en train d'exploiter le Mohamed Ali au théâtre, le public, et donc je devais répéter le matin le Césaire, jouer Mohamed Ali le soir, et quand j'ai joué pendant un mois, et quand j'ai fini de jouer Ali, 4 jours après, je faisais la première du Cahier d'un retour au pays natal au Théâtre des Martyrs, et je l'ai fait pendant 6 semaines. Alors vous imaginez donc dans ma tête, entre ce texte, machin et tout ça, et puis Césaire qui, oui, tu veux bien jouer Césaire, mais franchement, c'est incompréhensible ce qu'il écrit. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus difficile à apprendre. Donc j'ai vraiment souffert avec ce texte, mais il se trouve que le fait de jouer Ali, tout en apprenant Césaire, évidemment, il y a eu un dialogue qui se mettait en place entre les deux pièces, et ça m'éclairait davantage. Et en plus, Dieudonné Niangouda me dit, tu sais quoi, moi, pendant la guerre, je n'avais rien. J'ai fait 6 mois dans la forêt en fuyant la guerre civile congolaise. Ce que j'avais pour lire tous les jours, c'était le Césaire, et c'est comme ça que je le connais par cœur. Donc,
ça me nourrit en tant qu'acteur de savoir que je suis en train de répéter un texte, je traverse une autre pièce, que j'ai fait mes 6 mois de forêt, et que donc, franchement, je suis dans le sujet. Et voilà, donc finalement, ça se passe comme ça, et je découvre aussi que dans une des versions du cahier d'un retour au pays natal, il y a une longue, belle réflexion de Sony Laboutancy sur le cahier. Donc quelque chose commence à dire, tiens, après le cahier, il faudrait que je m'intéresse davantage à Sony. Et voilà comment arrive Si nous voulons vivre. Alors on va arriver à Sony, mais peut-être juste avant sur, puisque tu dis le cahier d'un retour au pays natal, c'est incompréhensible. Et effectivement, c'est une poésie très compacte, très dense, très lyrique. Comment est-ce que tu as... Et ce qui est étonnant, c'est que par ailleurs, Césaire est l'auteur de pièces. Et c'est pas une pièce que tu montes de lui, c'est pas son œuvre théâtrale, c'est ce grand poème de 39. Comment est-ce qu'on se met au travail là-dessus? Comment est-ce qu'on s'empare? Parce que ce qui était très très beau quand on voyait hier ce que tu as proposé, c'est on ne perdait absolument rien du lyrisme, et en même temps c'était absolument concret. Et passer les premières minutes un peu difficiles ou déstabilisantes, enfin, je trouve qu'on entendait tout. Et on entendait aussi à quel point c'est une écriture qui désigne des choses matérielles très concrètes et très politiques. Comment est-ce que tu as travaillé cette chose-là? Est-ce que vous avez inventé une situation dramatique, ou est-ce que tu n'en as pas eu besoin et c'était juste à force de dire le texte? À qui tu t'adresses d'ailleurs quand tu joues le cahier d'un retour au pays natal? Comment tu en as fait du théâtre? Voilà, mais c'est parti de tout ce qu'on faisait avant. Enfin, la définition que j'aime vraiment bien du théâtre, et c'est celle-là, pour l'instant en tout cas, qui me permet de travailler, c'est le théâtre est un espace de discussion et de conversation. Et alors, j'essaie de l'éprouver le plus concrètement possible dans mon travail d'acteur. Il ne faut pas que ça devienne seulement une manière de penser le théâtre, mais une manière de le faire. Donc, en s'emparant du cahier, il me semblait évidemment un grand texte comme ça, il est plus haut dans la tête des gens et dans le cœur des gens que ce que je vais leur proposer, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien à faire, puisqu'il fait partie maintenant de notre histoire. Donc, comment veux-tu proposer encore quelque chose de plus haut que ce qui est à l'intérieur des gens? La seule chose que je voulais, c'était tout d'un coup maintenant que je leur propose une manière de réentendre ce qu'ils savent de Césaire. En acceptant la maladresse même de le faire. De ne pas m'inquiéter du fait que ça puisse être mal dit, que ça puisse être... que tout ne soit pas dit. Et j'ai accepté ça d'emblée. Que voilà. Donc du coup, je ne me mets pas à dire « je prends en charge Césaire ». Je ne peux pas. Mais je fais ce que je peux avec. Vous faites le reste. En l'écoutant, parce que je sais que vous avez une part de l'histoire que moi je n'ai pas. Comme on dit chez nous, quand vous discutez avec quelqu'un, vous avez la moitié et l'autre a la... Voilà, c'est moitié-moitié. On échange comme ça. Si tu veux prendre un peu plus, eh ben non, ça ne marche pas. Il y a toujours une moitié de la chose, de la pensée, de la compréhension que l'autre a en face de vous. Contentez-vous de faire la vôtre. Et puis c'est bon. C'est ce que j'essaie de faire. Bien sûr que, assez clairement, l'option dramaturgique, c'était de dire que cet homme-là, qui parle, est un migrant, est un voyageur au bord de nos routes aujourd'hui, et qu'il peut être turc, qu'il peut être arménien, malien, syrien, mais qu'il porte le voyage en lui, qu'il a quelque chose à partager, et que, voilà, il a son petit monde. On est parti de là, et à partir de ce moment-là, bon, moi, je voyais très bien le parcours, il arrive avec ses petites choses, etc., il fait à boire, et puis ça revient, il rentre en contact, et après, il s'en va, en laissant, en se disant, quelqu'un d'autre passera là demain, refera le même chemin, s'arrêtera là, verra qu'il y a eu du feu qui a été fait, il y a une couchette, bref, il reste des choses, etc. Bref, comme quoi on se laisse, aux uns aux autres, on se laisse toujours quelque chose pour faire trace humaine. Puisque tu disais tout à l'heure à quel point Césaire faisait partie du patrimoine, de votre patrimoine, enfin plus largement,
Qu'est-ce que tu as découvert de Césaire en le travaillant théâtralement que tu ignorais? Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert par le plateau et par cette incarnation-là? Ah oui, c'est très... Comment dire ça? Euh, J'avais une autre idée de l'humanisme, mais d'ailleurs que je vais retrouver dans le de Sony. J'avais une idée d'un humanisme presque catholique, généreux, mais envers les hommes. Et je découvre chez Césaire, que je vais redécouvrir encore chez Sony, un autre humanisme. Et qui me ramène à moi, qui est l'animisme. C'est-à-dire que l'humanisme, l'homme au centre, là, ça, ce n'est pas le bon. On a fait ça pendant des siècles. L'humanisme, le vrai que je découvre chez Sony, que je découvre chez Césaire, c'est l'homme dans la circulation, dans la relation avec l'ensemble du vivant et des éléments. Et que donc nous ne sommes pas au centre, nous sommes au contraire dans la circulation. Et toute leur écriture est une écriture de la circulation, de la circonvolution. Et c'est avec un rapport avec les éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, tout, etc. Et en même temps aussi que le questionnement, c'est-à-dire se poser, mais pas poser, parce qu'aujourd'hui, il faut se poser des questions, mais on ne se pose pas les bonnes. Se poser les questions, pour eux, c'est avoir peur. C'est être paniqué que quelque chose puisse ne pas fonctionner comme nous avons pensé que ça fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, ça peut être autre chose. Mais on n'a pas tellement tout à fait au quotidien cette conscience-là, que demain, ça peut changer du tout au tout. Alors, chacun dans son petit malheur, quand vous perdez quelqu'un, subitement dans un accident, etc., ce malheur arrive et vous ramène ça quand même en disant « Putain, oui, il est parti, quelque chose est parti, c'est brutal, c'est injuste, la vie est comme ça. » Mais chez ces auteurs-là, cette inquiétude, la peur qui les traverse, je l'ai senti et ça, alors du coup, ça a changé un peu. Voilà. Moi, je me suis toujours dit, bon, ouais, si je désire changer les gens, si notre prétention en tant qu'artiste change les gens, si nous-mêmes, en faisant ce métier, il n'y a pas des choses qui bougent en nous, il faut qu'on se pose la question si on est sincère. Donc à chaque fois, je me pose la question, est-ce que chez moi, est-ce qu'en jouant Mohamed Ali, est-ce que quelque chose a changé chez moi personnellement? Si oui, alors peut-être que ça peut changer celui qui m'écoute. Mais sinon, si je fais mon taf, je suis intermittent, je gagne mon sou, je fais mes cachets, etc., ça va, écoute, ok, bon. Bon, ben voilà, donc je fais mon boulot normalement. Mais j'ai comme l'impression qu'en rencontrant ces auteurs-là, ils m'ont appris quelque chose, ils m'ont appris à vivre aussi. Et donc, j'ai changé d'humanisme. Alors donc tu as changé aussi d'humanisme avec le troisième auteur. Donc il y a Dieudonné Nianguna, vous êtes frère et il est contemporain. Il y a ce grand monument qu'est Césaire. Et puis il y a un autre auteur, alors qu'on redécouvre mais tardivement en France après, puisque enfin des choses recommencent à être éditées, notamment Encre, sueur, salive et sang, qui est Sony Laboutancy. Sony Laboutancy, je crois que tu ne l'as jamais rencontré, mais donc c'est un auteur congolais. C'était quoi Sony Laboutancy quand on était un jeune homme au Burkina dans les années 90 ou 80 même avant? Il incarnait quoi? Bah, c'était la star, c'était la star du moment. On entendait parler de lui, on savait qu'il existait. Il allait à Limoges, il écrivait avec le Rocado Zulu Théâtre. Je crois que c'est comme tous les... Voilà, vous entendez parler de Jean-Pierre Vincent, de Mathias Langhoff, de Peter Brook. Voilà, c'était nos Peter Brook à nous Alain Françon, ouais, comment il s'appelle? C'est ça? C'est ça. Voilà, donc c'était nos grands auteurs. Mais de façon particulière, chez moi, j'avais cette chance-là que le meilleur ami de Sony, c'était celui chez qui j'apprenais le théâtre. C'était Jean-Pierre Guingané. Et qu'il se voyait tout le temps, il se parlait beaucoup, il se rencontrait à Limoges. Et quand il revenait de Limoges, lui, Jean-Pierre, il nous parlait de lui. D'ailleurs, le premier théâtre qui a été créé à Ouagadougou dans un quartier populaire, la scène s'appelle Scène Sony Laboutancy. Voir leur lien d'amitié, etc. Et puis, pendant sa traversée, quand il a commencé à être malade, nous avons vécu ça aussi par procuration, à travers la douleur aussi de Jean-Pierre qui voyait son ami, parce que bon, voilà, il a eu le sida et ça a été vraiment terrible, un peu abandonné, et puis il est rentré dans cette phase mystique, etc. On suivait ça. Et puis, on a appris
j'ai appris le décès de Sony Laboutansi en 1995. Nous étions en tournée en brousse avec une pièce de sensibilisation et Jean-Pierre nous dit il vient de mourir. Donc, et il y a une pièce de théâtre, Antoine m'a vendu son destin de Sony Laboutansi, et qui est une anecdote au départ que Jean-Pierre Guinganet a racontée à Sony Laboutansi. Ils en ont rigolé et Sony a dit bah, écoute, tu m'as donné une petite anecdote, c'est le sujet d'une pièce. Et Jean-Pierre lui dit mais tu penses que c'est pourquoi est-ce que je te le raconte? Parce que je sais que tu fais tout, etc. Et donc, voilà, quand je rencontre Dieudonné Nianguna au début des années 2000 aussi, il y a donc une nouvelle fraternité entre Brazza et Ouaga qui serait créée par nos mentors respectifs. Ça n'a rien à... Enfin, c'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence assez extraordinaire, quoi. Et que lui, ensuite, maintenant, c'est qui écrive une pièce pour moi à partir donc de nos anecdotes, etc., etc. Donc, il y avait quelque chose de rigolo dans l'affaire. Et en ce moment, Dieudonné vient de faire tourner un spectacle en France à partir d'un texte de Sony Laboutansi, Oui. Machin Lahernie. Est-ce que avant de travailler sur Si nous voulons vivre, et donc sur des textes, on va voir quel type de texte tu as mobilisé, tu avais déjà travaillé sur l'œuvre en tant qu'acteur, sur l'œuvre de Sony Laboutansi? Ou est-ce que c'est ta première fois que tu te confrontes en tant que comédien à l'œuvre de Sony Laboutansi? J'avais joué comme acteur avec Guinganet dans la troupe là, La Parenthèse de sang. Et j'avais monté avec des étudiants de l'université de Ouagadougou. Antoine m'a vendu son destin. D'accord, donc tu avais déjà une pratique de son... Oui, oui. Sauf que là, c'est pas une pièce de théâtre non plus que tu vas travailler de Sony Laboutansi, c'est un certain nombre de textes de Sony Laboutansi sur la question politique, artistique, théâtrale. Alors comment arrive ce choix et pourquoi? En 2015, vous savez, c'était l'année de célébration des 20 ans de sa disparition. Donc il y avait une agitation à la fois au Seuil, dans les milieux théâtraux. Au CNRS, ils ont réédité. CNRS, ils ont réédité. Enfin bref, c'était le retour vraiment du poète. Et il y avait pas mal de choses qui se passaient. Il se trouve qu'en 2015, les Récréatrales étaient le festival invité d'honneur au Festival de Limoges. Donc on co-organisait pratiquement le Festival de Limoges en 2015. Nous, dans la dimension de ce qu'on faisait à Ouaga, etc., donc on essayait d'apporter ça à Limoges en faisant des choses dans la rue, la scénographie dans la rue, etc. Et puis Marie-Agnès Sévestre, donc j'allais pour faire une réunion avec... Qui dirige les francophonies. Qui dirige les francophonies de Limoges. Elle me dit, mais toi spécialement, qu'est-ce que tu ferais pour Sony cette année? Je dis, bah non, j'en sais rien, il y a beaucoup déjà des gens qui font pas mal de choses, etc. Je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que je venais d'avoir, entre mes mains, mais je ne pouvais pas lui en parler, je venais d'avoir le manuscrit de ce livre-là qui n'était pas encore sorti. Personne ne savait que ça allait sortir. Et je venais de l'avoir, mais par une voix complètement détournée. On m'avait bien fait savoir, tu n'en parles à personne, tu ne le montres à personne, ça va sortir, mais attends. J'ai dit, mais bon, et je commence à lire et je découvre une dimension de Sony que je pouvais deviner, mais que je découvre vraiment de façon très, 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 très ample, qui est donc sa pensée politique. Et ça me parle parce que si on n'a pas une pensée politique, on n'a pas une densité politique, j'ai comme l'impression qu'on ne peut pas faire œuvre poétique. Qu'est-ce que tu appellerais la densité politique? C'est-à-dire une forme de lucidité absolument incroyable sur la vie, sur la réalité. Un poète vous dit une phrase et vous en avez pour 2-3 jours de vous charger, de vous peser avec ça. Et que donc, bon, voilà, moi je suis très impliqué dans la formation des acteurs. On forme les acteurs à avoir des techniques. Et parce que le métier a des techniques. J'ai l'impression que la dimension, par exemple, politique, c'est-à-dire que densifier leur conscience du monde, est très souvent absent dans le processus de recherche de formation. Mais donc, à chaque fois, je suis préoccupé par ça. Et je me dis, si vous n'avez pas une conscience de la vie, vous ne pouvez pas faire œuvre de théâtre, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et puis tout d'un coup, et je n'ai pas ça même dans son théâtre. Je n'arrive pas à voir ça tout à fait. Cette dimension-là, je ne la vois pas dans son théâtre. Je la vois dans sa poésie, très fort. Et dans ses romans aussi un peu. Dans ses romans un peu. Mais bon, ce n'est pas pour moi le plus... voilà, c'est des super beaux récits, etc. Mais c'est surtout dans ses tribunes, dans ses lettres, dans ses conversations. Je vois à quel point il est gigantesque. Comment il absorbe le monde et tout. Et en lisant ça, je me dis, si moi j'ai quelque chose à faire de Sony,
c'est de se faire entendre cette densité-là. Mais je ne peux pas le dire à Marie-Agnès Sylvestre et tout. Et donc, après, je retourne, je dis, on me propose quand même de faire quelque chose sur Sony. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une espèce d'oratorio musical avec les textes de Sony. Et la personne, Greta, elle me dit, OK, tu peux y aller. Je viens de conclure avec le seuil, ça va se faire, etc. Donc, tu peux y aller. Oui, mais tu ne donnes pas le truc, tu gardes pour toi, tu dis que tu fais ça, mais tu ne donnes pas le manuscrit en attendant, parce que je ne sais pas si c'est exactement ça qui va sortir. Et donc, je dis à Marie-Agnès Sylvestre le lendemain, je dis, écoute, ta proposition d'hier m'intéresse, moi, je vais faire donc une lecture, une espèce de lecture musicale de quelques textes que je connais de Sony. Elle a dit, OK. Et je fais ça, et je fais avec Simon Winsey et Pierre Vaiana. Et je fais cet oratorio, on travaille 3-4 jours, je fais la sélection des textes et on fait une lecture d'abord. Et ça prend. Et ensuite, je retourne à Ouagadougou, comme d'hab, et je fais ma résidence de création. Et c'est ça que vous allez voir demain soir. Alors, je vais encore 2-3 questions, puis après on va ouvrir plus largement, et je vais me taire. Ce qui est troublant, c'est que les 3 figures que tu as prises, à savoir Mohamed Ali, Césaire, ce Césaire-là, et Sony Laboutansi, c'est à la fois des grandes densités politiques, des choix de rupture, de refus, c'est des grandes révoltes, c'est des grandes figures de la révolte, et notamment là, les textes de Sony Laboutansi dans Encre sueur, on sent une révolte, il y a une lettre à Mitterrand d'une violence par ailleurs très forte et très légitime. Donc on a ces 3 figures-là de révolte. Tu as choisi de donner à cette trilogie un titre générique qui est « L'homme est trop beau pour qu'on le néglige ». Je voudrais savoir quand est-ce qu'arrive ce titre-là, cette formule-là. Et on entend ce que ça veut dire, l'homme est trop beau pour qu'on le néglige. Mais pourquoi tu as choisi cette formule-là pour regrouper, on va dire, cette trilogie qui est devenue une trilogie un peu après coup, puisque visiblement, enfin, de ce que tu nous as raconté, les choses n'étaient pas préméditées. Oui. Alors, c'est Soraya qui est là, qui est la directrice de la charge du Rhinocéros, quand nous avons eu la bonne nouvelle que finalement le théâtre prenait donc l'ensemble du triptyque. Il fallait donc qu'on imagine quel est le titre qu'on peut lui donner, etc. Et c'est venu par intuition, mais parce que cette phrase-là est dans le Sony. Mais comme toujours, bon voilà, il y a certaines choses qui arrivent comme ça par intuition. Et je commence à réfléchir, et puis je dis ça. L'homme est trop beau pour qu'on le néglige, parce qu'en définitive, de ces 3 textes, de ces 3 auteurs, 3 époques, de cette filiation, ce dont on parle, c'est de la beauté du monde. L'homme dans ce que je pense, toute la circulation, l'homme-monde, etc. Et que donc l'homme-monde est d'une telle beauté qu'on ne peut pas le négliger. Et le négliger, c'est n'y être pas attentif exactement à ce qui se passe, c'est tout. Et que ça, pour moi, ça pouvait donc ça pouvait être la phrase des 3. Très bien. Avant-dernière question. Quand on regarde d'ici ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, alors on a parlé des récréatrales, il y a aussi en Guinée, je crois, Univers de mots qu'a lancé Akimba, on parlait du festival Mansina. Il y a une effervescence de propositions, d'inventions de théâtre et de dispositifs pour faire du théâtre. Comment est-ce que tu pourrais caractériser le moment que vous êtes en train de vivre et que vous êtes en train d'inventer? Qu'est-ce qu'il a de... D'abord, pourquoi ça arrive maintenant? Alors peut-être, encore une fois, moi je le vois à travers un prisme européocentré, mais on sent bien qu'il y a un foisonnement très fort. Comment est-ce que tu pourrais caractériser ce qui se passe en ce moment dans ces différents pays et dans cette circulation d'artistes, parce que tu as parlé de Dioné Ngouda, Koulibaly, Akimba, enfin on voit bien qu'il y a aussi une famille avec des générations d'ailleurs qui commencent à être différentes. Akimba est plus jeune. Comment est-ce qu'on peut caractériser ce moment? Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment le désir de participation. On sent que, voilà, où que j'aille, je sens que pour les artistes, ils ont la conscience qu'ils participent à la construction et l'élargissement des espaces de liberté. Et que le sens politique toujours du théâtre, j'ai comme l'impression qu'ici, bon ben voilà, maintenant on est dans d'autres types d'enjeux et que le théâtre n'est plus si politique que ça, au sens, je vais dire, inquiéter tout le temps, quoi, ce qui est en train de se construire ou se déconstruire, etc. Et je crois que les artistes
dans les zones de fragilité, dans les zones de précarité, n'ont pas le choix que de chercher à participer. Il y a cette dimension. La deuxième dimension, il y a une forme, une espèce d'économie aussi de la relation, parce que on est si peu moins, on est tellement mal doté, on est tellement mal accompagné qu'on est obligé de se soutenir, de se passer le relais, voilà, de multiplier les espaces. Moi, j'appelle ça la stratégie de l'antilope, quoi. Des antilopes, la stratégie des antilopes, quand on les chasse, ils se dispersent. Si on en tue un, bon, il y a au moins 3 ou 4 qui sont libres, qui peuvent continuer, etc. Donc, en multipliant les espaces, on donne la possibilité de survivre. Mais si on se regroupe tout le temps à un seul endroit, et que si cet endroit-là s'affaisse, etc., les autres aussi, voilà, c'est terminé, etc. Donc, il y a une stratégie des antilopes dans la manière dont se construisent les espaces de travail sur le continent. Et puis, je crois aussi qu'il y a de plus en plus, il y a une écoute. Hein, ça, il faut le dire, il y a une évolution, il y a une écoute, politique, il y a une prise en compte de cette réalité qui était, à mon avis, confidentielle avant ou conflictuelle avant et qu'on considère. C'est heureux. Je trouve que ça, c'est heureux, que finalement, enfin, moi je le vois au Burkina, les récréatrales, grâce à tout un travail qu'on est en train de faire, l'État va financer à 50% le festival, alors que c'était à 0,1 ou 1% depuis le début. Aujourd'hui, on arrive à 50%. Donc, quelque part, je me suis dit, il y a une attention, il y a une considération. Bien sûr, c'est particulier parce que on était ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous étions ensemble aux barricades et sous les gaz lacrymogènes. Donc, je fais bien de rappeler aux uns aux autres, moi, je suis toujours derrière les barricades, vous êtes de l'autre côté. N'oubliez pas l'odeur des gaz lacrymogènes. Et alors donc là, on vient de caractériser la situation globale. Et toi, à l'intérieur de cette situation en tant qu'artiste, est-ce qu'il est prévu que ces solos, même si ce n'est pas complètement des solos puisque tu n'es plus tout à fait seul sur scène, se poursuivent avec toujours autour de figures de la révolte et lyrique? Ou est-ce que cette trilogie-là s'arrête là et il n'y aura pas de quatrième volume ou de quatrième chapitre? Je voudrais bien, parce que je me méfie de la loi des séries aussi. J'avais pensé qu'avec cette trilogie-là, bon, j'avais fait un peu ce que j'avais envie de faire. Et puis, il y a une autre idée qui commence à pointer. J'ai peur d'ailleurs de cette idée, donc c'est encore très fragile. Mais voilà, il y a Felwine Sarr, un économiste sénégalais, philosophe, qui me propose d'écrire un texte qui va s'appeler Discours aux nations et qui va être un peu plus de l'économie. Et évidemment, je suis déjà en train de préparer ça, mais je ne vais pas le mettre dans la logique je vais le traiter autrement. Mais je me méfie, je prends mon temps, je suis tranquille parce que il faut se méfier aussi de ce qu'on croit avoir trouvé et qui marche. C'est dangereux en fait. On en fait un métier et nos succès sont dangereux, ils sont utiles, c'est bien, mais il faut faire gaffe, il faut faire attention. Je suis toujours inquiet de... Et comment on maintient justement l'inquiétude? Comment est-ce qu'on... Par quel type de dispositif ou quel type de conscience on reste inquiet? Je ne sais pas. Moi, c'est le fait de rencontrer aussi des gens, de continuer à discuter, de regarder d'autres expériences se faire et tout. Mais je trouve qu'il faut... Tu me donnes la parole pendant 2 heures, ça c'est dangereux. Non, bon, voilà, parce que tu prends de la place et tu commences à t'entendre, tu commences à t'écouter. Et je trouve qu'il faut faire un peu gaffe avec ça. Je vous remercie de cela, mais voilà. Enfin, Merci beaucoup. je vais demander à Simon de jouer un peu, D'accord. un truc. Simon Winsey, qui est un ami et qui joue dans Le Si Nous Voulons Vivre. Et je voulais qu'il soit là aussi parce que je voulais que, voilà, il nous fasse...
Oh, merci. Merci beaucoup. Eh bien, on va s'arrêter là et merci beaucoup Étienne Merci. pour cette conversation. Merci beaucoup.